À Savalou vivait Afi, une veuve douce et courageuse, qui élevait seule sa fille de 9 ans, Lélé. Lélé était une enfant rayonnante, avec des yeux pétillants comme des étoiles et un rire qui faisait chanter le vent. Elle adorait tresser des paniers avec sa mère, courir dans les champs et écouter les récits des anciens sur les esprits de la forêt et les mystères des rivières. Afi était la cadette d'une fratrie de 5, et sa sœur aînée, Méré, avait quitté le village des années plus tôt pour s'installer à Cotonou, la ville bouillonnante où les motos zigzaguaient et où les marchés débordaient de couleurs et de vie. Méré était une femme qui attirait tous les regards. Grande, avec un sourire éclatant et des pagnes toujours impeccables, elle tenait une boutique prospère au marché d'Antokpa. Ses étals regorgeaient de tissus aux motifs arc-en-ciel, d'épices qui embaumaient l'air et de perles qui scintillaient comme des trésors. Méré n'était pas mariée, mais elle était mère de 3 enfants, Dovi, 17 ans, un garçon audacieux au tempérament de feu, Adjo, 14 ans, discrète mais observatrice, et Kofi, 10 ans, un rêveur qui collectionnait des cailloux brillants trouvés sur les plages de Cotonou. Né de 2 pères qui avaient disparu comme la brume matinale, ces enfants étaient la fierté de Méré, qui travaillait sans relâche pour leur offrir une vie loin des champs poussiéreux du village. Au village, Méré était une légende. Chaque été, elle accueillait ses neveux et nièces à Cotonou pour les vacances, leur offrant des cadeaux, des vêtements neufs, des bonbons, des jouets et des balades sur la plage où l'océan murmurait des secrets anciens. Elle envoyait aussi de l'argent à la famille, payant l'école des cousins ou les remèdes des anciens. Méré est notre étoile, disaient les villageois, admirant sa générosité. Un matin de juin, Méré appela Afi, sa voix douce résonnant dans le téléphone. « Envoie-moi Lélé pour les vacances, dit-elle. Mes enfants l'adorent, et je veux lui montrer le marché. » Afi sourit, touchée par l'attention de sa sœur. Lélé sauta de joie à l'idée de voir les lumières de Cotonou, ses rues animées et ses plages infinies. Afi prépara une petite valise avec un pagne vert cousu à la main, des sandales neuves et une poupée en tissu que Lélé chérissait depuis ses premiers pas. « Sois sage chez Tata Méré, » murmura Afi, embrassant sa fille sur le front, les larmes aux yeux. Le lendemain, Lélé monta dans un taxi-brousse, son sourire illuminant la route poussiéreuse. Elle agita la main jusqu'à ce que Savalou disparaisse derrière un nuage de terre rouge, son cœur rempli de rêves de la grande ville. À Cotonou, la maison de Méré se dressait comme un palais dans un quartier animé. Les murs blancs brillaient sous le soleil, ornés de motifs vaudounes peints en rouge et noir, symboles de protection et de puissance. La cour était bordée de manguiers lourds de fruits, et une odeur de poisson frit et de sauce d'arachide flottait dans l'air, mêlée au parfum sucré des fleurs. Méré accueillit Lélé avec une étreinte chaleureuse, son pagne bleu scintillant sous la lumière. « Ma petite étoile, » dit-elle, offrant un verre de bissap frais, rouge comme le couchant. Dovi, Adjo et Kofi coururent vers Lélé, l'entraînant dans des jeux endiablés. Ils jouèrent à l'épervier, courant entre les arbres, et à cache-cache, riant jusqu'à ce que le ciel s'embrase de rose et d'orange. Mais dès la première nuit, Lélé sentit une ombre dans l'air. Méré, d'habitude si bavarde, semblait parfois absente, ses yeux fixant un point invisible au loin. Elle parlait peu et verrouillait toujours sa chambre, même pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Lélé, curieuse comme tous les enfants de son âge, demanda à Kofi, le plus jeune, alors qu'il jouait sous un manguier, « Pourquoi Tata ferme toujours sa porte ?» Kofi haussa les épaules, lançant un caillou dans la poussière. Elle dit que c'est son endroit spécial. Même nous, on n'entre pas. Les jours suivants furent un tourbillon de merveilles. Méré emmena Lélé au marché d'Antokpa, où les étals débordaient de couleurs, des pagnes bleus comme l'océan, des épices jaunes comme le soleil, des perles rouges comme le bissap qu'elle buvait à grandes gorgées. Lélé écarquilla les yeux, touchant les tissus soyeux et humant les odeurs de gingembre, de piment et de clous de girofle. Les vendeurs criaient, les acheteurs marchandaient, et les motos klaxonnaient dans un chaos joyeux. Le soir, Adjo, la fille calme, apprit à Lélé à tresser des bracelets en perles,
ses doigts agiles glissant sur les fils colorés. Dovie, avec son sourire charmeur, raconta des histoires de la ville, exagérant ses aventures pour faire rire Lélé, qui buvait ses paroles comme une histoire de griot. Mais chaque nuit, Lélé se réveillait en sursaut, son cœur battant comme un tambour de cérémonie. Des bruits étranges venaient de la chambre de Méré, des murmures graves, comme une prière vaudoune chantée dans l'ombre, et un frottement, comme si quelque chose grattait le bois. Pose du conte. Si ce conte éveille ton esprit, ou fait danser ton âme, alors n'hésite pas. Clique sur le pouce, abonne-toi à la chaîne, et partage ce conte, comme on partage le feu entre les clans. Car d'autres contes t'attendent, tapis dans l'ombre des anciens. Écoute bien, le voyage continue. Fin de la pause. Une nuit, incapable de dormir, Lélé se leva, ses pieds nus glissant sur le sol frais. Elle s'approcha de la porte verrouillée de Méré et colla son oreille contre le bois. Les murmures s'arrêtèrent net, remplacés par un silence si lourd qu'il semblait vivant. Un frisson glacé parcourut Lélé. Elle courut se cacher sous ses couvertures, serrant sa poupée en tissu contre son cœur, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Le lendemain matin, Lélé, encore secouée, demanda à Adjo, alors qu'elle tressait des bracelets dans la cour, « Tu entends des bruits la nuit ?» Adjo baissa les yeux, mal à l'aise, ses doigts s'arrêtant sur les perles. « Parfois, mais maman dit que c'est le vent qui joue avec les rideaux. » Lélé n'était pas convaincue. Elle commença à surveiller Méré, notant ses regards furtifs, la façon dont elle vérifiait la serrure de sa chambre avant de sortir pour le marché. Une après-midi, alors que Méré était absente, Lélé s'approcha de la porte, le cœur battant. Elle tourna la poignée, mais la porte resta fermée. Kofi, qui jouait dans la cour, la surprit et cria « Ne fais pas ça. Maman va se fâcher. » Lélé recula, honteuse, mais une peur sourde grandissait en elle, comme une graine plantée dans la terre sombre. Une semaine après l'arrivée de Lélé, le monde s'effondra. Un matin, Méré entra dans la cuisine, le visage défait, les mains tremblantes comme des feuilles dans le vent. « Lélé est partie » cria-t-elle, sa voix brisée par les sanglots. Elle jouait dans la cour hier soir, et ce matin, elle n'est plus là. Dovie, Adjo et Kofi coururent partout, cherchant sous les lits, dans la cour, dans les ruelles poussiéreuses du quartier. Rien. Pas une trace du pagne vert de Lélé, pas un écho de son rire clair. Méré appela Afi, sanglotant au téléphone. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, Afi. Elle a disparu. » À Savalou, Afi hurla, son cri traversant le village comme un coup de tonnerre. « Ma fille. Ma petite étoile. Trouve-la, Méré, je t'en supplie. » La nouvelle se répandit comme un feu de brousse, brûlant les cœurs de tous ceux qui l'entendaient. Méré courut au commissariat, décrivant Lélé avec précision, ses nattes soignées, son pagne vert cousu à la main, son sourire timide qui illuminait les visages. Elle fit imprimer des affiches qu'elle placarda dans tout Cotonou, offrant une récompense de 100 000 francs CFA à quiconque la retrouverait. À la radio, sa voix tremblante résonna dans les foyers, « Si vous voyez ma nièce, appelez-moi. Je vous en prie. » À la télévision, son visage inondé de larmes passa en boucle, touchant le cœur de milliers d'habitants de la ville. Méré envoya 1 million de francs CFA à Afi, un geste qui semblait généreux. « Prends cet argent, dit-elle, la voix lourde. Cherche au village, consulte les devins, fais tout ce que tu peux. Moi, je fais pareil ici. » À Savalou, la famille se mobilisa comme une armée. Les hommes fouillèrent les champs de mil et les forêts avoisinantes, les femmes interrogèrent les voisins, les voyageurs, les marchands ambulants. Afi consulta un vieux féticheur, Baba Sossou, dont les yeux semblaient voir à travers les âmes. Il jeta ses cauris sur une natte usée, son visage s'assombrissant comme un ciel d'orage. « L'esprit de Lélé est loin, très loin, murmura-t-il, ses mains tremblant légèrement. Quelque chose la retient dans l'ombre. Afi s'effondra,
ses larmes mouillant la terre rouge, son cœur brisé en mille éclats. Chaque soir, elle brûlait de l'encens, priant les ancêtres, appelant l'âme de sa fille à revenir. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Afi ne dormait plus, ses yeux creusés par le chagrin, son corps amaigri par la douleur. Elle marchait dans les champs, murmurant le nom de Lélé, espérant un signe, un chuchotement dans le vent. Méré, de son côté, semblait porter son deuil avec une force étrange. Elle appelait souvent, sa voix pleine de promesses. On va la retrouver, Afi. Aie confiance en moi. Mais dans ces mots, Afi percevait un froid, un doute qu'elle n'osait pas nommer. Pourquoi Méré semblait-elle si calme face à une telle tragédie? Pourquoi ses larmes semblaient-elles si parfaites, comme celles d'un acteur sur une scène? Les années passèrent, effaçant les traces de Lélé comme la pluie efface les pas dans la poussière. 5 ans, puis 10, puis 15. Afi, épuisée par des années de recherches vaines, organisa une cérémonie funéraire pour sa fille. Les tambours résonnèrent à Savalou, les chants funéraires montèrent vers le ciel, et le village pleura comme un seul homme. Méré vint, vêtu d'un pagne noir, ses larmes coulant en silence. Mais certains villageois, les yeux plissés, murmurèrent « Ces larmes sont celles d'un crocodile, belle mais fausse ». Pendant ce temps, la vie de Méré changeait à une vitesse fulgurante. Sa boutique, autrefois une simple échoppe au marché d'Antokpa, devint un empire commercial. Elle ouvrit 4 autres magasins à Cotonou, chacun plus grand que le précédent, remplis de tissus précieux, d'épices rares et de bijoux qui attiraient les riches clients de Porto Novo et de Lagos. Elle acheta une maison immense, un véritable palais avec des murs ornés de sculptures vaudounes serpents enroulés, masques aux yeux creux et des portails en fer forgé qui scintillaient sous le soleil. Elle engagea une cuisinière, un gardien, et une jeune domestique nommée Mina, qui s'occupait de la maison avec une discrétion presque surnaturelle. Ses enfants, devenus grands, partirent étudier en Europe, Deauville à Paris, où ils menaient une vie de luxe, dépensant sans compter, Adjo à Londres, où elle étudiait l'art, ses dessins pleins de mystères, et Kofi à Bruxelles, où il rêvait de devenir médecin pour sauver des vies. Au village, on murmurait « Méré a été bénie par les esprits. Sa richesse est un cadeau des ancêtres. » Mais Afi, toujours en deuil, se posait des questions. D'où venait tout cet argent? Comment Méré, autrefois modeste, était-elle devenue si puissante? Méré devint de plus en plus secrète, comme un esprit qui se cache dans l'ombre. Elle interdisait à quiconque d'entrer dans sa chambre, même à Mina, qui nettoyait la maison avec soin. « C'est mon sanctuaire », disait Méré, son regard dur comme la pierre. Mina, une jeune femme au visage doux mais aux yeux vifs, remarquait des choses étranges. Une odeur d'encens lourd flottait parfois autour de la porte verrouillée, mêlée d'une senteur plus sombre, comme celle de la terre après une pluie funèbre. La nuit, elle entendait des bruits, un frottement, comme si quelque chose grattait le bois, et des murmures graves, comme une prière interdite. Une fois, alors que Méré était au marché, Mina s'approcha de la porte. Elle posa sa main sur la poignée, mais la serrure ne céda pas. Un murmure, faible comme un souffle, lui parvint, « Aidez-moi ». Terrifiée, Mina recula, son cœur battant à tout rompre. Elle jura de garder le silence, craignant la colère de Méré, dont le pouvoir semblait grandir avec sa richesse. À Cotonou, des rumeurs commencèrent à circuler comme des feuilles portées par le vent. Au marché d'Antokpa, les commerçants chuchotaient entre eux, leurs voix baissées comme s'ils craignaient d'être entendus par les esprits. Méré a vu un féticheur puissant, disait une vieille vendeuse d'épices, maman Kossi, ses yeux plissés par la suspicion. Sa richesse n'est pas normale. J'ai vu Méré sortir d'une maison près de la lagune, là où vit un féticheur connu pour ses rituels sombres. Elle portait un sac lourd, et son visage était fermé comme une tombe. Les rumeurs se répandirent, serpentant entre les étals du marché, mais personne n'osait confronter Méré. Elle était trop puissante, trop respectée, et son sourire cachait quelque chose d'effrayant. Mina,
la domestique, entendait ces histoires et sentait le doute grandir en elle comme une plante vénéneuse. Elle se souvenait de Lélé, de son rire clair comme un chant d'oiseau, de ses nattes soignées et de son pagne vert. Les bruits dans la chambre de Méré la hantaient, la réveillant la nuit. Une fois, alors qu'elle nettoyait la cuisine tard le soir, elle entendit un murmure distinct, « Aidez-moi ». La voix était faible, comme un souffle d'enfant. Mina s'approcha de la porte verrouillée, le cœur battant. Elle posa sa main sur la poignée, mais n'osa pas aller plus loin. La peur la paralysa. Méré était une femme qu'on ne défiait pas. Mina garda le silence, mais le doute s'enracinait dans son esprit. À Savalou, Afi ne trouvait pas la paix. Chaque nuit, elle rêvait de Lélé, debout dans une pièce sombre, les bras tendus, murmurant son nom. Un matin, elle rendit visite à Baba Sossou, le vieux féticheur. Il la regarda avec des yeux pleins de tristesse et dit, « Les esprits parlent, Afi. Si tu veux la vérité, regarde là où personne n'ose regarder. » Ces mots résonnèrent dans son cœur comme un tambour. Afi décida d'aller à Cotonou. Elle voulait voir Méré, poser des questions, comprendre pourquoi son cœur refusait d'oublier Lélé. Elle prit un taxi-brousse, son sac rempli d'espoir et de peur, et arriva à Cotonou un matin où le marché vibrait de vie, les vendeurs criant et les odeurs d'épices emplissant l'air. 15 ans après la disparition de Lélé, Dovi, le fils aîné de Méré, revint à Cotonou pour les vacances. À 32 ans, il vivait une vie de luxe à Paris, dépensant l'argent de sa mère dans des fêtes somptueuses, des voitures rapides et des nuits sans fin. Ce jour-là, il avait un problème urgent. Ses amis l'attendaient pour une soirée dans une boîte de nuit huppée, et il manquait d'argent. Il appela Méré, qui était à une réunion au marché. « Maman, j'ai besoin d'argent, tout de suite, » cria-t-il, la voix tremblante d'impatience. « Attends mon retour, Dovi, » répondit Méré, d'un ton sec comme un coup de machette. Mais Dovi n'était pas du genre à attendre. Il savait que sa mère cachait toujours de l'argent dans sa chambre, un secret qu'elle lui avait confié un jour lorsqu'il était adolescent. Il prit le double des clés, qu'il gardait dans sa poche, et entra dans la maison silencieuse. La chambre de Méré était sombre, les rideaux épais bloquant la lumière du soleil. Une odeur étrange flottait dans l'air, un mélange d'encens lourd et de quelque chose de plus sombre, comme la mort elle-même. Dovi fouilla les tiroirs, le sac à main, sous le lit. Rien. Son regard se posa sur la grande penderie en bois au centre de la pièce, ornée de motifs vaudounes, des serpents enroulés et des masques aux yeux creux. Il ouvrit la première porte, des pagnes soigneusement pliées. La deuxième, des boîtes vides et poussiéreuses. La troisième. Il tira la poignée, et son cœur s'arrêta net. Un squelette se tenait debout, enveloppé dans un tissu déchiré, jauni par le temps. La peau, sèche comme du parchemin, pendait sur les os, mais le visage était reconnaissable, les nattes soignées, les traits doux d'une enfant. « Lélé » cria Dovi, la gorge nouée par l'horreur. À cet instant, comme si un sort maléfique se brisait, des billets de banque jaillirent de la bouche du squelette, tombant en cascade sur le sol comme une pluie maudite. Dovi recula, trébuchant sur une chaise, son cri résonnant dans la maison silencieuse. Mina, qui nettoyait la cour, entendit le hurlement. Elle courut à l'intérieur, son balai tombant dans la poussière. Elle trouva Dovi tremblant devant la penderie ouverte, le visage blême. « C'est Lélé » murmura-t-il, les larmes coulant sur ses joues. Mina, horrifiée, vit le squelette et cria, ses jambes flageolant. « Elle l'a tué » chuchota-t-elle, comprenant l'impensable. Dovi, déchiré entre la peur et la colère, appela la police, ses mains tremblantes sur le téléphone. Il ne pouvait plus regarder sa mère comme avant. Mina, secouée, raconta tout ce qu'elle avait entendu, les murmures, les frottements, l'odeur d'encens. Quand Méré rentra, elle trouva sa maison entourée de policiers en uniforme, leurs sirènes perçant l'air brûlant de Cotonou. Elle tenta de fuir, courant vers la cour,
ses sandales claquant sur le sol. Mais Dovi l'arrêta, ses mains agrippant ses bras. « Pourquoi, maman ? Pourquoi Lélé ?» cria-t-il, sa voix brisée par la trahison. Mérée s'effondra sur le sol, ses mains couvrant son visage. « Je voulais vous donner une vie meilleure, pour vous, mes enfants. » murmura-t-elle, les mots à peine audibles. Les policiers l'entourèrent, lui passant les menottes, et l'emmenèrent sous les regards choqués des voisins. Afi, qui venait d'arriver à Cotonou après un long voyage depuis Savalou, entra dans la maison au moment où les policiers partaient. Mina la guida, tremblante, vers la chambre. Quand Afi vit le squelette de Lélé, elle s'effondra, hurlant jusqu'à perdre la voix. « Ma petite étoile » sanglota-t-elle, tenant le tissu déchiré qui enveloppait sa fille, ses larmes tombant sur le sol poussiéreux. La vérité éclata comme un éclair dans un ciel d'orage. Mérée avait consulté un féticheur puissant, offrant Lélé en sacrifice pour un rituel maudit. Le squelette, enfermé dans la penderie, était devenu une source d'argent, finançant la richesse de Mérée, ses boutiques, sa grande maison et l'avenir de ses enfants. Pendant 15 ans, elle avait menti, pleuré avec la famille, donné de l'argent pour les recherches, tout en cachant la vérité dans sa chambre verrouillée. Mérée fut jugée et emprisonnée. Au tribunal, elle resta silencieuse, son regard vide comme un puits sans fond. Savalou pleura, en colère, la douleur de la trahison brûlant chaque cœur. Afi trouva du réconfort dans sa communauté, qui l'entoura d'amour comme une couverture chaude. Dovi, rongé par la culpabilité, quitta Paris pour revenir au Bénin, où il travailla à aider les enfants des villages, cherchant à expier les péchés de sa mère. Adjo et Kofi, bouleversés, choisirent de rester en Europe, mais ils portaient la honte de leur mère comme un fardeau invisible. La maison de Mérée fut abandonnée, ses fenêtres brisées par le temps, ses murs envahis par la mousse. Les voisins disaient que la nuit, le vent chantait le nom de Lélé, un murmure qui faisait frissonner les cœurs. À Savalou, les familles changèrent. Les parents devinrent plus prudents, gardant leurs enfants près d'eux, les yeux pleins de méfiance. Un nouveau proverbe naquit, l'ombre la plus sombre se cache derrière le sourire le plus brillant. Afi, soutenue par son village, organisa chaque année une cérémonie pour Lélé, brûlant de l'encens et chantant des chansons douces pour son âme. Elle planta un manguier près de sa maison, disant « C'est pour toi, ma petite étoile ». Et quelque part, dans le vent qui caressait les feuilles, l'écho de Lélé semblait murmurer, rappelant que la vérité, comme la lumière, finit toujours par percer l'obscurité.